Il y a une sorte de silence particulier qui s'installe lorsque vos enfants cessent d'appeler. Il se dépose dans votre poitrine comme le givre de l'hiver, silencieux et froid, jusqu'à ce que vous vous demandiez si l'amour a jamais suffi. Jean Dubois connaissait bien ce silence. À 81 ans, il arriva devant un vieux manoir en pierre de son enfance, aujourd'hui en ruine et oublié sous un linceul de neige. Ses enfants avaient continué leur vie, loin de lui. Il ne portait qu'une valise rouge et décida que cet endroit brisé serait sa dernière demeure. Jour après jour, il commença à le réparer, rapiéçant les fenêtres, nettoyant les pièces, trouvant de vieilles lettres laissées par des inconnus. La ville entendit parler du vieil homme qui travaillait seul. Puis un matin, des empreintes de pas apparurent dans le givre à côté des siennes. La route départementale s'étirait à l'infini devant lui, un ruban de bitume noir fendant des champs d'un blanc immaculé. Jean Dubois gardait les deux mains sur le volant de sa vieille 2CV, bien que la route soit presque déserte. Les essuie-glaces balayaient le pare-brise dans un rythme régulier, dégageant la neige fine qui avait commencé à tomber une heure plus tôt. Sur le siège passager reposait sa valise en cuir rouge, la même qu'il avait emportée pour sa lune de miel 47 ans plus tôt avec Monique. Tout ce qu'il possédait d'autre avait été vendu, donné ou laissé derrière lui dans la modeste maison de plain-pied où il avait élevé seul ses enfants. Sa main se déplaça inconsciemment vers la poche de son manteau, ses doigts retrouvant le poids familier de la montre à gousset en laiton de son grand-père. Il la sortit, ouvrit le couvercle d'un coup de pouce. Les aiguilles étaient figées à 3h47, et ce depuis des années. Il avait l'intention de la faire réparer, mais d'une certaine manière, son immobilité lui semblait appropriée maintenant. Le temps s'était arrêté pour lui à certains égards, ou du moins c'est ce qu'il semblait lorsque les appels téléphoniques de ses enfants devenaient plus courts, puis moins fréquents, puis cessaient complètement. Valérie avait 43 ans maintenant, une avocate d'affaires à Paris avec un bureau d'angle et une vue sur les toits de la ville. Elle avait toujours été la sérieuse, même petite fille, lisant des livres épais pendant que les autres enfants jouaient dehors, organisant ses poupées par taille et couleur de cheveux. Après la mort de sa mère, Valérie était devenue encore plus déterminée, comme si le succès pouvait combler le vide laissé derrière elle. Jean était fier d'elle, férocement, mais quelque part en chemin, elle avait appris à garder le monde à distance, y compris lui. Leur dernière conversation, 6 mois plus tôt, avait été brève. Elle se préparait pour un dossier majeur. Elle rappellerait plus tard. Elle ne l'a jamais fait. Stéphane, son cadet, avait déménagé à Lyon il y a 12 ans pour travailler dans une entreprise technologique dont Jean ne parvenait jamais à se souvenir du nom. Quelque chose à voir avec le stockage en nuages, bien qu'il ne soit toujours pas entièrement sûr de ce que cela signifiait. Stéphane s'était marié jeune, avait divorcé discrètement et s'était jeté dans le travail comme certains hommes se jettent dans la boisson. Il envoyait une carte de Noël chaque année avec un message imprimé générique et aucune note personnelle. La carte de l'année dernière était arrivée en février, réexpédiée de son ancienne adresse. Jean avait étudié la photo de Stéphane debout, seul, devant la basilique de Fourvière, essayant de déchiffrer quelque chose dans le sourire forcé de son fils. Chloé, sa plus jeune, à 37 ans, enseignait la littérature française dans une université à Toulouse. Elle avait hérité de la nature douce de sa mère et de son amour pour la poésie. Des 3 enfants, c'est elle qui était restée la plus proche le plus longtemps, appelant chaque dimanche soir pendant des années après la mort de Monique. Mais même Chloé s'était éloignée. Son mari voyageait constamment pour le travail. Elle était occupée par des comités académiques et des articles de recherche. Les appels étaient devenus bimensuels, puis s'étaient arrêtés. La dernière fois qu'il avait entendu sa voix, c'était pour son 80e anniversaire, quand elle avait laissé un message vocal s'excusant d'avoir manqué son appel, promettant de réessayer bientôt. Il n'avait dit à aucun d'entre eux qu'il partait. Qu'aurait-il dit? Qu'il avait vendu la maison où ils avaient grandi parce que chaque pièce résonnait de l'absence. Qu'il ne pouvait pas supporter une autre fête seule, à réchauffer une seule portion de dinde et à regarder de vieux films qu'il avait vus une douzaine de fois. Qu'il était fatigué d'être celui qui appelait toujours le premier, qui tendait toujours la main, qui prétendait toujours ne pas remarquer la distance qui se creusait entre eux. La vérité était plus simple et plus compliquée que tout cela. Jean Dubois avait passé 30 ans comme professeur d'histoire-géographie au lycée, aidant les enfants des autres à comprendre le passé. Et d'une manière ou d'une autre, il avait perdu le fil de sa propre histoire. Après la mort de Monique, un cancer du sein rapide et cruel qui l'avait emporté en 9 mois, il avait tout concentré sur l'éducation de Valérie, Stéphane et Chloé. Il avait été à la fois mère et père, cuisinier et consolateur, aide aux devoirs et réparateur de cœur.
Il avait fait de son mieux, mais son mieux avait toujours semblé ne pas être tout à fait suffisant. Peut-être les avait-il tenus trop serrés. Peut-être les avait-il laissés partir trop facilement. Peut-être n'y avait-il pas de bonne façon d'être un père célibataire pour 3 enfants en deuil tout en se noyant dans son propre chagrin. Il avait fait ce qu'il pouvait, et ils avaient grandi et étaient partis, ce que les enfants sont censés faire. Sauf qu'il avait pensé que partir ne devait pas signifier disparaître complètement. Le GPS de son téléphone annonça que le virage approchait dans 3 kilomètres. Jean ralentit, bien qu'il n'y ait pas d'autre trafic. Le paysage était devenu de plus en plus rural au cours de la dernière heure. Des fermes éloignées de la route, des arbres nus se découpant sur un ciel gris, le silo occasionnel s'élevant comme un phare dans une mer de neige. C'était la campagne de son enfance, dans la vallée de la Loire, bien qu'il n'y soit pas retourné depuis plus de 50 ans. Ses grands-parents avaient possédé le domaine, le manoir des Tilleuls, une bâtisse en pierre construite dans les années 1920 par un riche industriel dont la fortune s'était évaporée pendant la Grande Dépression. Il l'avait acheté pour presque rien en 1948, une retraite estivale loin de la chaleur et du bruit de la ville. Jean y avait passé 3 étés dans sa jeunesse, courant à travers des jardins qui semblaient s'étendre à l'infini, explorant des pièces remplies de meubles recouverts de draps blancs, nageant dans l'étang au bord de la propriété. Son grand-père était mort le premier. Soudainement, une crise cardiaque en lisant le journal dans la bibliothèque. Sa grand-mère avait suivi 2 ans plus tard, et la maison était passée au père de Jean, qui n'avait jamais beaucoup aimé l'endroit. Elle était restée vide, visitée occasionnellement par des gardiens, se dégradant lentement. Quand son père est mort il y a 15 ans, le domaine était devenu celui de Jean. Il ne l'avait jamais visité, y avait à peine pensé sauf lorsque les avis d'impôts fonciers arrivaient chaque année. Il avait envisagé de le vendre une centaine de fois, mais ne s'y était jamais résolu. Maintenant, il comprenait pourquoi. Une partie de lui l'avait gardé, bien qu'il n'ait pas su pourquoi jusqu'à il y a 3 semaines, lorsqu'il s'était tenu dans son salon vide, la dernière boîte emballée, et avait réalisé qu'il ne voulait pas déménager dans une résidence-service pour seniors où les personnes âgées allaient attendre la fin de leur jour. Il voulait aller quelque part qui avait un sens. Quelque part où il pourrait travailler avec ses mains et son dos et ne pas trop penser au téléphone qui ne sonnait jamais. Quelque part où il pourrait reconstruire quelque chose au lieu de tout regarder s'effondrer lentement. Le virage apparut sur sa droite, une route étroite à peine déneigée, menant entre 2 piliers de pierre. Les grilles en fer qui s'y trouvaient autrefois avaient disparu depuis longtemps. Jean engagea la 2 CV dans l'allée, sentant les pneus crisser sur la neige tassée et la glace. La route serpentait à travers des bois nus sur près d'1 kilomètre avant de s'ouvrir sur une clairière. Et là, il était. Le manoir s'élevait sur 3 étages, sa façade de pierre grise plus sombre que dans ses souvenirs, tachée par des décennies de temps et de négligence. La neige s'accrochait au toit en pente et remplissait les cadres de fenêtres vides où les vitres s'étaient brisées depuis longtemps. Les grandes marches de l'entrée, qui avaient autrefois été balayées chaque matin par sa grand-mère, étaient ensevelies sous des congères. La fontaine, dans l'allée circulaire, ne contenait que de la glace et des feuilles mortes. Des vignes grimpaient sur les murs, brunes et cassantes dans le froid de l'hiver, se frayant un chemin entre les pierres. C'était pire qu'il ne l'avait imaginé, et d'une certaine manière, c'était parfait. Jean gara la 2 CV au bas des marches et resta assis un long moment. Moteur en marche, chauffage à fond, la partie rationnelle de son esprit cataloguait tout ce qui n'allait pas, les dommages au toit visibles même d'ici, les problèmes structurels, l'impossibilité pure et simple pour un homme de 81 ans de restaurer un manoir de 12 pièces au milieu de nulle part en hiver. Mais la rationalité lui avait valu une vie tranquille, une carrière respectée et une maison pleine de souvenirs avec lesquels il ne pouvait plus vivre. La rationalité ne lui avait pas appris comment faire en sorte que ses enfants l'aiment assez pour rester. Il coupa le moteur. Le silence soudain fut profond, rompu seulement par le tic-tac du métal qui refroidissait et le cri lointain d'une corneille. Il récupéra sa valise rouge du siège passager et ouvrit la portière, sortant dans une neige jusqu'aux chevilles. Le froid le saisit immédiatement, plus vif qu'il ne s'y attendait. Il resserra son manteau et monta péniblement les marches, chacune exigeant un effort, son souffle sortant en nuages blancs. La porte d'entrée, une chose massive en chêne et en fer, était entr'ouverte. La serrure avait rouillé il y a des années. Jean poussa la porte et entra. Le hall d'entrée s'étendait devant lui, sur 2 étages, avec un escalier en colimaçon menant au premier. La neige s'était engouffrée par les fenêtres brisées, créant de petites congères dans les coins. Le lustre qui pendait autrefois au plafond gisait en morceaux sur le sol en marbre.
La peinture s'écaillait des murs en longues bandes. L'odeur de moisi et de pourriture était écrasante. Il posa sa valise et traversa lentement le rez-de-chaussée. Le salon où sa grand-mère servait le thé. La salle à manger où son grand-père découpait le rôti du dimanche. La bibliothèque avec des étagères du sol au plafond, la plupart des livres ruinés par les dégâts des eaux. La cuisine avec son ancienne cuisinière et son carrelage fissuré. La véranda à l'arrière de la maison, ses parois de verre complètement brisées, remplies de squelettes de plantes gelées il y a des décennies. Tout était cassé. Tout pouvait être réparé. À la tombée de la nuit, il installa son campement dans la cuisine. Il trouva la vanne d'arrêt d'eau et fut surpris que les tuyaux n'éclatent pas lorsqu'il la rouvrit. Il avait un réchaud de camping dans la voiture, de la soupe en conserve, un sac de couchage conçu pour le froid. Il avait réfléchi à cela plus attentivement qu'à la plupart des choses ces dernières années. Cette nuit-là, allongé dans son sac de couchage sur le sol de la cuisine, portant toujours son manteau, il regarda la neige tomber à travers une fissure dans le plafond au-dessus. La maison s'installa autour de lui avec des gémissements et des craquements, les sons de vieux os s'adaptant à l'occupation après des années de vide. Jean plongea la main dans la poche de son manteau et sortit la montre en laiton. 3h47, le temps figé. Il pensa à ses enfants dormant dans leur ville lointaine, rêvant de rêves qu'il ne connaîtrait jamais. Il pensa à sa défunte épouse, Monique, qui avait cru en lui-même quand il ne croyait pas en lui-même. Il pensa à ses grands-parents et à la vie qu'ils avaient construite dans cette maison avant que le temps ne les rattrape aussi. Puis il pensa au matin et au travail qui commencerait, et à la petite satisfaction de réparer une chose cassée à la fois. Demain, il commencerait par une seule pièce, puis une autre, puis une autre. Il n'avait pas de date limite, personne ne l'attendait, aucune raison de se presser. Pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir, cela ressemblait moins à de la solitude qu'à de la liberté. La montre pesait lourd dans sa paume. Le temps s'était arrêté à 3h47, mais Jean Dubois allait le remettre en mouvement. Il ferma les yeux et dormit. Le matin arriva avec une pâle lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres brisées, peignant des motifs sur le sol poussiéreux. Jean se réveilla raide et froid, chaque articulation protestant alors qu'il se redressait, son souffle formant de la buée dans l'air glacial. Le sac de couchage l'avait maintenu en vie, mais pas confortablement. Il fit chauffer de l'eau sur le réchaud de camping pour un café instantané, le but noir en se tenant à la fenêtre de la cuisine. Dehors, le sol s'étendait en un silence blanc. Il pouvait voir le bord de l'étang au loin, gelé. Au-delà, des bois. Au-delà, rien que des kilomètres de campagne et le petit village où sa grand-mère se rendait pour faire les courses. Comment s'appelait-il? Montignac. Population, peut-être 1000 habitants, si ce n'est moins. Après le café vint le travail d'exploration, non pas la visite rapide de la nuit dernière, mais une véritable évaluation de ce dans quoi il s'était embarqué. Jean commença par le rez-de-chaussée, se déplaçant de pièce en pièce, cataloguant mentalement chaque fissure, chaque tache, chaque chose cassée. Il trouva des nids de souris dans les coins et des traces de fouine dans la salle à manger. Les parquets étaient gondolés par endroits où la pluie s'était infiltrée par le plafond. Une partie du papier peint pendait en lambeaux, révélant en dessous un plâtre à la chaux et crin de cheval, mais la structure de la maison était solide. Les fondations semblaient saines. Les murs de pierre avaient résisté à des décennies de négligence. C'était un endroit construit pour durer, à une époque où les gens construisaient des maisons comme si leurs arrière-petits-enfants y vivraient. À midi, il avait atteint le bureau, une pièce lambrissée du côté et de la maison. De lourds rideaux pourris pendaient encore aux fenêtres. Un bureau massif dominait l'espace, en acajou, sculpté de détails complexes le long des pieds. Son grand-père avait acheté le bureau avec la maison, faisant partie du mobilier d'origine. Jean essaya les tiroirs. La plupart s'ouvrirent assez facilement, révélant de vieux stylos, des trombones rouillés, du papier à lettres jaunies. Le tiroir inférieur droit était coincé. Il tira plus fort, sentit quelque chose céder, et il s'ouvrit avec un grincement de bois sur bois. À l'intérieur, enveloppé dans de la toile cirée, se trouvait une liasse de lettres. Il les souleva avec précaution. La toile cirée les avait protégés du pire de l'humidité. Les enveloppes étaient adressées d'une écriture élégante à Madame Suzanne Lemoine à cette adresse. Les adresses de retour étaient diverses, certaines de Paris, d'autres d'adresses à l'étranger. Codes postaux militaires. Jean porta la liasse à la fenêtre où la lumière était meilleure. Il déroula la toile cirée et choisit la première lettre, postée en juillet 1943.
Le papier était cassant mais lisible. Ma très chère Suzanne, commençait-elle, la situation est difficile ici. Je ne peux pas vous dire où exactement, mais sachez que je vais bien et que je pense à vous en permanence. Les hommes parlent de chez eux avec une telle nostalgie. Je leur parle de notre maison, des jardins que vous entretenez, de Jacques qui apprend à faire du vélo dans l'allée. Ce sont ces souvenirs qui nous font tenir. La lettre était signée, tout mon amour, Marcel. Il en lut une autre. Puis une autre. L'histoire émergea lentement, reconstituée à partir de ces fragments du passé. Marcel et Suzanne Lemoine avaient vécu dans cette maison. Ils avaient 2 fils, Jacques et Georges. Quand la guerre est arrivée, les 2 garçons s'étaient engagés. Marcel avait écrit à Suzanne régulièrement, des lettres pleines d'amour, d'inquiétude et d'espoir que la guerre se termine bientôt pour qu'ils puissent tous être à nouveau ensemble. Une lettre datée de novembre 1944 avait un ton différent. Ma chérie, j'ai reçu aujourd'hui une nouvelle que je ne peux me résoudre à écrire. Jacques a été tué en Belgique il y a 3 semaines. Je ne l'ai appris que maintenant. Je ne sais pas comment le dire à Georges quand je le verrai. Je ne sais pas comment rentrer à la maison et faire face à ce vide. Notre magnifique garçon est parti. Je sais que vous lisez ceci et que votre cœur est brisé comme le mien. Nous supporterons cela ensemble, d'une manière ou d'une autre. Nous le devons. Jean posa la lettre, ses mains tremblantes. Il s'assit sur la chaise du bureau, sans se soucier de la poussière, et pressa ses paumes contre ses yeux. Il ne s'attendait pas à cela, ne s'attendait pas à tomber sur le chagrin de quelqu'un d'autre tout en se noyant dans le sien. Il lut les lettres restantes. Georges avait survécu à la guerre et était rentré. Marcel était finalement revenu aussi. Mais les lettres de Suzanne à Marcel, il trouva quelques brouillons qu'elle n'avait jamais envoyés, révélaient une femme essayant de maintenir sa famille unie tout en pleurant un fils qu'elle ne reverrait jamais. Un brouillon écrit au crayon au dos d'une liste de courses disait simplement « Comment vivre dans cette maison en sachant qu'il ne franchira plus jamais la porte ? Comment mettre la table pour 3 quand elle devrait être pour 4 ?» Jean comprenait cette question mieux qu'il ne le voulait. Il trouva une dernière lettre datée de 1953, de Georges à sa mère. « Chère maman, je sais que papa et toi avez décidé de quitter la maison. Je comprends pourquoi vous ne pouvez plus y rester. Trop de souvenirs de Jacques dans chaque pièce. J'aimerais que les choses soient différentes. J'aimerais pouvoir venir plus souvent, mais mon travail me retient sur la Côte d'Azur et la famille de Marie est ici. S'il vous plaît, sachez que je vous aime tous les 2, même si les kilomètres qui nous séparent rendent difficile de le montrer. » Alors, ils étaient partis. Suzanne et Marcel avaient abandonné cette maison parce que leur chagrin était trop lourd à porter entre ses murs, et Georges, le fils survivant, était resté à l'écart, parce que revenir signifiait affronter ce qui avait été perdu. Jean resta assis dans le bureau silencieux alors que la lumière de l'après-midi s'estompait. Il pensa à Jacques Lemoine, tué à 19 ans dans une guerre menée à un océan de distance. Il pensa à Suzanne, entretenant des jardins pour un fils qui ne rentrerait jamais. Il pensa à Marcel écrivant des lettres depuis le front pendant que son monde s'effondrait. Il pensa à Georges, pris entre le devoir envers ses parents et le besoin de construire sa propre vie ailleurs. Des circonstances différentes, le même résultat. Des familles dispersées, des maisons abandonnées, l'amour ne suffisant pas à surmonter le poids de la perte et de la distance. Mais il y avait autre chose dans ces lettres aussi. Un espoir désespéré, défiant. Suzanne écrivant sur les bulbes de printemps qu'elle avait plantées, déterminée à les voir fleurir. Marcel décrivant les étoiles au-dessus de la France, et promettant de les montrer à Jacques un jour, même après la mort de Jacques, comme si l'espoir lui-même pouvait ressusciter les morts. Georges promettant de venir, même s'il ne l'a jamais fait, parce que la promesse comptait. Jean remballa soigneusement les lettres dans la toile cirée et les replaça dans le tiroir. Il se leva, les articulations protestant, et se dirigea vers la fenêtre. La neige avait recommencé à tomber. De légers flocons qui ne donneraient pas grand-chose. Les lieux étaient vides. Aucun enfant ne jouerait plus jamais là. Personne ne se rassemblerait pour des fêtes d'été ou des dîners de Noël, à moins qu'il ne le fasse. La prise de conscience le frappa avec une force inattendue. Il était venu ici en pensant qu'il fuyait, trouvant un endroit pour se cacher de ses propres échecs en tant que père. Mais Suzanne et Marcel avaient fui aussi, et leur fuite n'avait rien résolu. La maison était simplement restée vide, portant son chagrin comme un tombeau. Et si, au lieu de fuir, il restait ? Et si, au lieu de se cacher,
il reconstruisait. Pas seulement les murs, les fenêtres et les sols, mais quelque chose de plus grand. Un endroit qui disait, malgré tout, malgré la perte et la distance, et toutes les façons dont les familles se brisent, il pourrait encore y avoir un foyer. Il pourrait encore y avoir un accueil. Il ne savait pas si ses enfants viendraient un jour. Il ne savait pas si Valérie s'adoucirait un jour, si Stéphane s'ouvrirait un jour ou si Chloé trouverait un jour du temps dans sa vie bien remplie. Mais il pouvait leur faire une place quand même. Il pouvait réparer cette maison comme il n'avait pas réussi à réparer les dégâts dans sa propre famille. Et s'il ne venait jamais, eh bien, au moins il aurait essayé. Au moins, il aurait construit quelque chose de beau à partir de ruines. La décision s'installa dans ses os comme de la chaleur après le froid. Il restaurerait le manoir des Tilleuls, chaque pièce, chaque fenêtre, chaque chose cassée qu'il pourrait atteindre. Non pas comme un monument à sa propre solitude, mais comme un acte de foi que les choses cassées pouvaient être rendues entières à nouveau. Il aurait besoin de fournitures, d'outils, de matériaux. Cela signifiait un voyage en ville, ce qu'il avait évité, mais il n'y avait plus moyen de l'éviter maintenant. Il sortit la montre en laiton de sa poche et la regarda une fois de plus. 3h47, le temps figé. Il pensa aux lettres de Suzanne, à Jacques qui n'était jamais rentré, à Marcel et Georges, et à tous les mots non dits entre eux. Puis il rangea la montre et alla chercher son manteau. Demain, il commencerait le vrai travail. Ce soir, il irait à Montignac et affronterait ce qui viendrait ensuite. La première étape pour reconstruire quoi que ce soit était d'admettre qu'on avait besoin d'aide, même si le demander semblait la chose la plus difficile au monde. Le trajet jusqu'à Montignac prit 20 minutes sur des routes qui n'avaient pas vu de chasse-neige depuis des jours. Jean maintint la 2CV stable, conscient de la glace sous la neige. La ville apparut progressivement, d'abord une dispersion de maisons, puis une rue principale avec des boutiques blotties les unes contre les autres comme pour se réchauffer contre le vent d'hiver. Il se gara devant la quincaillerie, un bâtiment étroit à la peinture rouge délavée et une cloche qui carillonna lorsqu'il poussa la porte. À l'intérieur, ça sentait l'huile de machine et la sciure de bois, des néons bourdonnaient au-dessus. Des étagères s'étiraient jusqu'au plafond, remplies d'outils et de fournitures sans ordre particulier que Jean puisse discerner. « Je peux vous aider ?» Une voix de femme venait de derrière le comptoir. Elle avait peut-être 70 ans, avec des cheveux gris acier attachés en un chignon pratique, portant une chemise à carreaux et une expression qui suggérait qu'elle avait tout vu 2 fois et n'avait pas été impressionnée la première fois. « J'ai besoin de produits de nettoyage, » dit Jean. Des balais éponges, des seaux, du nettoyant industriel, des gants de travail, des outils de base, un marteau, des tournevis, ce genre de choses. La femme l'étudia avec des yeux sombres et perçants. « Vous êtes celui qui a repris la propriété Lemoine. » Ce n'était pas une question. Les petites villes, se souvint Jean, avaient leur propre réseau de renseignements qui ferait honte à la DGSE. « Je suis Jean Dubois. J'en ai hérité, en fait, de mon père. Il en a hérité de ses parents. Yvette Leclerc. » Elle ne tendit pas la main, se contenta de hocher la tête vers l'arrière du magasin. « Les produits de nettoyage sont à l'allée 3. Les outils sont le long du mur. Vous comptez réparer cet endroit vous-même ? C'est l'idée. » Yvette émit un son qui aurait pu être de l'amusement ou du scepticisme. « Vous savez qu'il y a 12 pièces et que le toit est à moitié parti. J'ai vu le toit. Vous savez que vous avez 80 ans si vous en avez un jour. 81. Et vous pensez pouvoir restaurer un manoir tout seul au milieu de l'hiver. » Jean croisa son regard. « Je pense que je peux essayer. » Quelque chose changea dans l'expression d'Yvette. Pas de l'approbation exactement, mais une fraction de scepticisme en moins. « C'est votre problème. Laissez-moi vous montrer ce dont vous aurez besoin. » Pendant l'heure qui suivit, Yvette le guida à travers le magasin, sortant des articles des étagères avec l'efficacité de quelqu'un qui faisait cela depuis 50 ans. Elle expliqua quels nettoyants fonctionnaient sur la pierre, lesquels n'endommageraient pas le vieux bois, quelles brosses valaient la peine d'être achetées et lesquelles étaient de la camelote. Elle posa des questions pratiques sur la maison, si les fondations étaient saines, s'il avait vérifié l'amiante, quel était son budget, et hocha la tête à ses réponses sans jugement. À la caisse, elle additionna tout. Le total fit grimacer Jean, mais il s'y attendait. Sa pension d'enseignant n'était pas généreuse, mais il avait économisé soigneusement, et la vente de la maison l'avait laissé avec un modeste coussin. Assez pour acheter des fournitures. Assez pour survivre 1 an ou 2 s'il était prudent. « Vous reviendrez ?»
dit Yvette en chargeant les fournitures dans des boîtes. Ce ne sera pas suffisant. Loin de là. Je sais. La propriété Le Moine est vide depuis 20 ans. Je me souviens quand le vieux Marcel est mort, en 67 je crois. Suzanne a suivi peu après. Leur fils n'est jamais revenu, même pas pour les funérailles. La maison est juste restée là, à pourrir. J'emporta une boîte à la voiture, revins en chercher une autre. Vous les connaissiez? De nom. Mon mari faisait des petits boulots pour Suzanne avant qu'elle ne parte. Il disait qu'elle était triste tout le temps. N'arrivait pas à surmonter la perte de son garçon à la guerre. Yvette lui tendit la dernière boîte. Vous avez de la famille qui vient t'aider? La question tomba plus durement qu'elle ne l'avait probablement voulu. Non, c'est juste moi. Yvette hocha lentement la tête, son expression s'adoucissant légèrement. Eh bien, comme je l'ai dit, vous reviendrez. Et je fais de la soupe le jeudi. J'en fais toujours trop. Vous êtes le bienvenu pour passer. C'était la chose la plus proche de la gentillesse que Jean ait entendue depuis des mois. Sa gorge se serra de manière inattendue. Merci. Ne me remerciez pas encore. Vous n'avez pas goûté ma soupe. En rentrant, les boîtes s'entrechoquant dans le coffre, Jean sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis son arrivée. Pas tout à fait de l'espoir, mais son cousin éloigné. Quelqu'un savait qu'il existait. Quelqu'un avait offert de la soupe. De petites choses, peut-être, mais quand on a été invisible assez longtemps, les petites choses semblent énormes. Cet après-midi-là, il commença à travailler sur la cuisine. Cela semblait l'endroit logique pour commencer. Un homme avait besoin d'un endroit pour cuisiner, d'un endroit chaud pour s'asseoir. Il y camperait jusqu'à ce que d'autres pièces soient habitables. Le travail était plus dur qu'il ne l'avait prévu. 70 ans de crasse ne se rendaient pas facilement. Il frotta les comptoirs jusqu'à ce que ses bras lui fassent mal, balaya les sols jusqu'à ce que la poussière recouvre ses vêtements et ses cheveux, essuya les placards qui révélèrent un bois étonnamment bon sous la saleté. L'ancienne cuisinière, une chose massive en fonte, demanda 2 heures de récurage avant de paraître fonctionnelle. Il n'osa pas encore essayer de l'allumer. Cela nécessiterait de vérifier les conduites de gaz. Un travail pour quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Alors qu'il travaillait, coincé dans le coin sous l'évier, sa main heurta quelque chose qui cliqueta. Il sortit un petit objet en bois, enleva la poussière. Un petit train sculpté à la main, étonnamment détaillé. Des initiales étaient gravées en dessous. J.L. Jacques Le Moine, le fils de Suzanne, le garçon mort en Belgique. Jean s'assit sur ses talons, tenant le train avec précaution. Il était vieux, probablement sculpté dans les années 30 ou 40. Il imagina un jeune Jacques jouant avec sur ce sol de cuisine pendant que Suzanne préparait le dîner, Marcel lisant le journal à table. Une famille, entière et heureuse avant que la guerre n'arrive et ne la déchire. Il pensa à ses propres enfants. Valérie avec son microscope pour enfants, étudiant les feuilles et les insectes avec une concentration féroce. Stéphane construisant des structures élaborées avec des cubes de construction, expliquant leur ingénierie avec un sérieux absolu. Chloé, sa plus jeune, alignant ses peluches et leur lisant des livres d'images, donnant à chacune une voix différente. Quand avaient-ils cessé de jouer? Quand avaient-ils grandi et s'étaient-ils éloignés? Ils ne pouvaient pas situer le moment exact. C'était arrivé progressivement, comme toutes les choses importantes qui se produisent trop lentement pour qu'on les remarque jusqu'à ce qu'elles soient déjà parties. Jean plaça le petit train sur le rebord de la fenêtre où la lumière du soleil couchant attrapait le bois usé. Un petit mémorial, un rappel que cette maison avait abrité la vie avant, et pouvait l'abriter à nouveau. Le soir, la cuisine était transformée, pas belle, pas encore, mais propre, fonctionnelle. Le sol lavé, les fenêtres frottées, une section du comptoir dégagée et prête pour son réchaud de camping. Il fit chauffer un ragoût en conserve et mangea debout, trop fatigué pour s'embarrasser de formalités. Son téléphone était posé sur le comptoir à côté de lui, silencieux comme toujours. Il l'avait chargé avec la batterie de la voiture plus tôt, vérifier les messages. Rien. Il parcourut ses contacts, trouva le numéro de Chloé, le pouce planant sur le bouton d'appel. Que dirait-il? Salut, ma chérie. Je vis dans un manoir condamné, je frotte des sols jusqu'à ce que mes mains saignent, j'essaie de réparer quelque chose que je ne sais pas comment réparer. Il reposa le téléphone sans appeler. Cette nuit-là,
dans son sac de couchage sur le sol de la cuisine, plus propre maintenant, mais toujours froid, Jean composa des lettres dans sa tête. Des lettres à Valérie, Stéphane, Chloé, des lettres expliquant pourquoi il était parti, où il était allé, ce qu'il essayait de faire. Mais les mots ne sortaient jamais bien. Il semblait défensif, ou pitoyable, ou désespéré, et il ne voulait être rien de tout cela. Peut-être qu'il n'écrirait pas de lettres. Peut-être qu'il continuerait simplement à travailler, jour après jour, pièce par pièce, réparant ce qu'il pouvait réparer. Et si cela ne suffisait pas à les faire revenir, au moins il aurait quelque chose à montrer pour son temps. Au moins, il aurait essayé de construire quelque chose au lieu de regarder tout s'effondrer. Le petit train sur le rebord de la fenêtre captait le clair de lune, projetant des ombres sur le sol. Quelque part dans la maison, le vent trouva une fissure et gémit à travers elle comme la mémoire elle-même. Jean ferma les yeux et dormit du sommeil de l'épuisé, rêvant d'enfants qui ne rentraient jamais vraiment à la maison. 2 semaines devinrent un rythme. Se réveiller avec le soleil, faire chauffer de l'eau pour le café, travailler jusqu'à ce que l'épuisement exige le repos. La cuisine était terminée. Vraiment terminée, la cuisinière testée et fonctionnelle, les fenêtres rapiécées avec du plastique jusqu'à ce qu'il puisse se permettre de vraies vitres, même une petite table et une chaise qu'il avait trouvées dans les quartiers des domestiques et restaurés. De là, il était passé au hall d'entrée, déblayant les débris, bouchant les trous dans le plâtre, balayant jusqu'à ce que le sol en marbre émerge dessous des décennies de saleté. Son corps s'adapta au travail de manière surprenante. La première semaine avait été une agonie, chaque muscle hurlant, les articulations enflées, les mains couvertes d'ampoules malgré les gants de travail. Mais progressivement, quelque chose changea. Les douleurs devinrent familières au lieu d'être alarmantes. Sa poigne se renforça. Il se déplaçait dans la maison avec plus de confiance, apprenant quelles lattes de plancher étaient solides et lesquelles céderaient s'il marchait mal. Le jeudi de la 2e semaine, il se rendit à Montignac et trouva la quincaillerie d'Yvette fermée avec une note dirigeant les clients vers la maison à l'arrière. Il suivit un chemin enneigé jusqu'à un petit cottage où Yvette répondit à la porte en tenant une louche. « Vous êtes venu » dit-elle en s'écartant pour le laisser entrer. « Vous m'avez invité. » Les gens ne font pas toujours ce à quoi ils sont invités. Le cottage était chaud, rempli de l'odeur de légumes et de bouillon de poulet. Jean s'assit à sa table de cuisine pendant qu'Yvette versait de la soupe dans des bols, sortait du pain qu'elle avait cuit ce matin-là, versait du thé sans demander s'il en voulait. Ils mangèrent en silence confortable pendant un moment. La soupe était bonne, simple et copieuse. Le genre de nourriture qui avait le goût de quelqu'un qui se souciait que vous mangiez ou non. « Comment avance la maison » demanda finalement Yvette. « Lentement. Le hall d'entrée est propre maintenant. Je vais commencer une des chambres à l'étage ensuite. Avoir un vrai endroit pour dormir. C'est logique. » Elle déchira un morceau de pain, le trempa dans sa soupe. « Mon mari est mort il y a 5 ans. Crise cardiaque. Il s'est juste effondré dans le magasin un après-midi. Parti avant l'arrivée de l'ambulance. » Jean posa sa cuillère. « Je suis désolé. Nous avons eu 43 ans, plus que certaines personnes. » Elle le regarda avec ses yeux perçants. « Votre femme, un cancer, il y a 19 ans. 3 enfants, tous grands. Tous loin. » Yvette hocha la tête, ne demanda rien de plus. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être expliquées. Le silence entre eux contenait de la compréhension au lieu du jugement. Après la soupe vint une tarte à l'ananas avec une croûte qui s'effritait au contact d'une fourchette. Jean mangea lentement, savourant chaque bouchée. Quand avait-il mangé pour la dernière fois quelque chose fait avec soin au lieu d'être réchauffé d'une boîte? Il y a un homme à tout faire en ville, dit Yvette. Bernard Moreau, il fait du bon travail, à des tarifs raisonnables. Vous pourriez vouloir son numéro. J'essaie de faire ça moi-même. L'orgueil coûte cher. Tout comme tomber d'une échelle quand il n'y a personne pour appeler à l'aide. Jean sourit malgré lui. Vous avancez un argument convaincant. Je suis vieille. J'ai gagné le droit d'être direct. Elle écrivit un numéro sur un bout de papier, le poussa sur la table. Appelez-le au moins pour le toit. Ce n'est pas un travail pour un seul homme, surtout pas un de votre âge. Il empocha le numéro, sachant qu'elle avait raison, même s'il n'était pas prêt à l'admettre. Merci pour la compagnie. Revenez jeudi prochain. J'en fais toujours trop. En rentrant, l'obscurité s'installant sur la campagne, Jean sentit le poids de la journée différemment.
Pas plus léger exactement, mais distribué. Quelqu'un savait où il était. Quelqu'un l'attendait la semaine prochaine. Ces petites connexions, fragiles comme de la soie d'araignée, ne semblaient peut-être pas grand-chose, mais pour un homme qui avait été seul trop longtemps, elles ressemblaient à des lignes de vie. Le lendemain matin apporta un désastre. Jean se réveilla au son de quelque chose s'écrasant à l'étage. Il sortit de son sac de couchage, encore groggy, et courut vers le bruit. Dans l'aile, une partie du plafond s'était effondrée. Neige et débris couvraient le sol de ce qui avait été une chambre. Les dégâts s'étendaient jusqu'au toit. Il pouvait voir le ciel gris à travers un trou déchiqueté. Il se tint dans l'embrasure de la porte, évaluant. L'effondrement n'était pas structurel, juste du vieux plâtre cédant finalement sous le poids de la neige accumulée. Mais cela signifiait que le toit était en pire état qu'il ne le pensait, que l'eau s'infiltrerait à la prochaine tempête, que les dégâts se propageraient à d'autres pièces s'il n'agissait pas vite. Jean redescendit, trouva son téléphone, fixa le bout de papier qu'Yvette lui avait donné. L'orgueil coûte cher, pensa-t-il. Il composa le numéro. Moreau, la voix était rude, burinée. Mon nom est Jean Dubois. Yvette Leclerc m'a donné votre numéro. J'ai un problème de toiture qui nécessite une attention. La propriété Lemoine. Bien sûr, il savait. C'est exact. Je viendrai jeter un œil cet après-midi. Pas de promesse, mais je regarderai. Bernard Moreau arriva à 14 heures dans une camionnette qui avait connu de meilleurs jours. Il avait dans la soixantaine, bâti comme un homme qui avait passé sa vie à travailler de ses mains, larges épaules, jointures cicatrisées, un visage plissé par le soleil et le temps. Il se déplaça dans la maison avec l'efficacité de quelqu'un évaluant des dommages structurels. Parlant à peine, sauf pour poser des questions pratiques. Dans l'aile, il étudia le plafond effondré, leva les yeux à travers le trou vers le toit au-dessus, puis se tourna vers Jean. Vous avez de la chance que ce ne soit pas pire. Une semaine de neige de plus et vous auriez pu perdre toute l'aile. Pouvez-vous le réparer? On peut tout réparer avec assez de temps et d'argent. La question est de savoir si vous voulez investir l'un ou l'autre dans cet endroit. Je suis déjà investi. Bernard hocha lentement la tête. Très bien alors. Je peux réparer le toit, le rendre étanche. Ce ne sera pas joli, mais ça tiendra. Le plafond a besoin d'une réparation en règle, du nouveau plâtre, tout le bazar. C'est du travail qualifié. Combien? Bernard nomma un chiffre qui fit chuter l'estomac de Jean, puis ajouta, je peux le faire par versement. Je travaille quelques jours. Vous payez les matériaux et mon temps. On verra comment ça se passe. Pourquoi feriez-vous ça? Parce qu'Yvette m'a appelé hier et m'a dit que vous étiez trop têtu pour demander de l'aide. Parce que cette maison mérite mieux que de tomber en morceaux. Et parce que, il fit une pause, quelque chose changeant dans son expression, parce que je sais ce que c'est que de travailler sur quelque chose seul quand on ne devrait pas avoir à le faire. Ils se serrèrent la main. Bernard commencerait demain, travaillerait 3 jours par semaine jusqu'à ce que le toit soit sécurisé. Jean aiderait là où il le pouvait, paierait ce qu'il pouvait se permettre, et essaierait de ne pas discuter quand Bernard lui dirait qu'il faisait quelque chose de mal. Ce soir-là, Jean appela le numéro de Chloé. Ça sonna 4 fois, tomba sur la messagerie vocale, sa voix vive et professionnelle. Vous êtes bien sur la messagerie de Chloé Dubois. Veuillez laisser un message. Il raccrocha sans parler. Qu'aurait-il dit de toute façon? Mais debout dans la cuisine, regardant le petit train sur le rebord de la fenêtre, il prit une décision. Il trouva du papier et un stylo, des fournitures du magasin d'Yvette, et commença à écrire. Chère Chloé, commença-t-il, puis s'arrêta, barra, recommença. Chloé, je vis dans la vieille maison de grand-mère et grand-père, celle que nous avons visitée cet été quand tu avais 6 ans. Je la répare. C'est un travail difficile, plus dur que ce à quoi je m'attendais, mais ça me semble juste. Je voulais que tu saches où je suis. Je voulais que tu saches que je vais bien. Je pense à toi tous les jours. Avec tout mon amour, papa. Il adressa l'enveloppe, puis écrivit 2 autres lettres. Une à Valérie, une à Stéphane. Chacune simple, honnête, sans accusation ni exigence, juste une information. Juste pour tendre la main. Il ne les posta pas. Pas encore. Mais il les garda sur la table de la cuisine.
3 enveloppes blanches représentant 3 chances qu'il n'était pas tout à fait prêt à prendre. Dehors, la neige recommença à tomber. À l'intérieur, la maison craqua et s'installa autour de lui, moins vide qu'elle ne l'avait été 2 semaines auparavant. Le progrès était lent, mais le progrès était le progrès. 6 semaines après le début de la restauration, les premiers signes du printemps apparurent. Des perce-neige perçant à travers les congères fondantes, des jours plus longs, une douceur dans l'air qui promettait de la chaleur. La transformation ne se limitait pas à la météo. La maison elle-même avait commencé à respirer différemment. Bernard Moreau était devenu une présence familière, arrivant chaque lundi, mercredi et vendredi avec sa boîte à outils et son thermos de café. Ensemble, ils avaient réparé le toit, remplacé les solives cassées, restauré 3 pièces pour les rendre à peu près habitables. Bernard travaillait avec la compétence tranquille d'un homme qui avait passé sa vie à réparer des choses, et lentement, entre les coups de marteau et les coups de scie, il raconta son histoire. Il avait été marié une fois, divorcé il y a 10 ans, après que sa femme eut décidé qu'elle voulait quelque chose de différent, quelqu'un de différent. Leur fille, Camille, avait 12 ans à l'époque. Elle avait choisi de vivre avec sa mère à Nice. Bernard avait des droits de visite, envoyait de l'argent chaque mois, appelait chaque semaine, mais les droits de visite devinrent des visites reportées. Les appels tombaient sur la messagerie vocale plus souvent qu'à leur tour. Maintenant, Camille avait 22 ans, et Bernard ne se souvenait pas de la dernière fois qu'ils s'étaient parlé. « J'étais un bon père », dit Bernard un après-midi, en mesurant une planche pour les étagères de la bibliothèque. Du moins, je le pensais. Mais quelque part en chemin, je suis devenu le parent gênant, celui qui vivait trop loin, qui ne comprenait pas son monde, qui représentait l'ancienne vie dont elle s'était éloignée. J'en tins la planche stable pendant que Bernard la marquait. « Avez-vous déjà essayé de réparer ça ? Comment répare-t-on le fait que quelqu'un ne veuille pas de vous ?» La question resta en suspens dans l'air rempli de sueur. J'en avais pas de réponse car ils se posaient la même question depuis des années. Ils travaillèrent en silence après cela, mais c'était le silence de la compréhension partagée plutôt que de l'inconfort. Ce soir-là, seul dans la cuisine, j'en découvris le livre de recettes de Suzanne. Il était coincé derrière une planche lâche dans le garde-manger, enveloppé dans du papier ciré qu'il avait en grande partie protégé de l'humidité. Les pages étaient jaunies mais lisibles, remplies de recettes de l'écriture soignée de Suzanne, bœuf bourguignon, pain perdu, soupe de légumes, petit sablé de Noël. Mais ce sont les marges qui retinrent son attention. Suzanne avait écrit des notes à côté de presque toutes les recettes, de petits commentaires qui révélaient des aperçus de sa vie. À côté du bœuf bourguignon, le préféré de Marcel, il en demande toujours le dimanche. À côté du pain perdu, Jacques en a mangé 3 portions et s'est rendu malade. 1939. Près de la recette des biscuits, vente de gâteaux de l'école de Georges, 3e place. Il était si fier. Et au bas d'une recette de gâteau aux pommes, d'une écriture un peu plus tremblante, le préféré de Marcel. Fait la veille de sa mort, le 3 juin 1967. Il a dit que c'était le meilleur que j'ai jamais fait. Je ne le referai plus jamais. J'en lus cette dernière note 3 fois. Le poids de cela, préparer le plat préféré de quelqu'un, ne sachant pas que ce serait la dernière fois, puis être incapable de supporter l'acte de le refaire parce que la personne qu'il aimait était partie. Il connaissait ce poids. Après la mort de Monique, il avait évité ses choses préférées pendant des années. Son parfum, sa musique, sa tisane à la framboise qui était restée intacte dans le placard jusqu'à ce qu'il la jette finalement une décennie plus tard. Non pas parce que ces choses faisaient trop mal, mais parce qu'elles faisaient mal juste ce qu'il fallait, et il n'avait pas su comment se permettre de le ressentir. Sur une impulsion, Jean vérifia la recette. Il avait de la farine, du sucre, du beurre. Le marché de la ville aurait des pommes et de la cannelle. Il pouvait faire ce gâteau. Il pouvait redonner vie à la recette de Suzanne dans la cuisine où elle l'avait écrite. Le lendemain était un jeudi. Il se rendit à Montignac, acheta les ingrédients, s'arrêta chez Yvette pour la soupe, comme c'était devenu leur routine. Autour du pain et du bouillon, il lui parla du livre de recettes. « Vous allez cuisiner » Yvette haussa un sourcil. « Je cuisinais avec ma femme. Après sa mort, je cuisinais avec mes enfants. Chloé adorait ça. Nous faisions des biscuits tous les dimanches après-midi. Elle se tenait sur un tabouret près du comptoir, si sérieuse pour obtenir les mesures exactes. Quand avez-vous arrêté ? Quand elle n'a plus eu besoin d'un tabouret.
quand elle a commencé à avoir des devoirs et des amis et des choses plus intéressantes que de faire des biscuits avec son père. Il sourit, mais ça faisait mal. J'aurais dû continuer à demander. Peut-être qu'elle aurait dit oui. Yvette remplit son thé. Peut-être qu'elle l'aurait fait. Peut-être pas. Vous ne pouvez pas savoir maintenant. Tout ce que vous pouvez faire, c'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui. De retour à la maison, Jean disposa les ingrédients sur le comptoir de la cuisine, le livre de recettes ouvert à côté. Bernard arriva alors qu'il préchauffait le four. La vieille bête fonctionnait enfin de manière fiable après des jours de bricolage. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Bernard. « Gâteau aux pommes. Vous restez pour le dîner. » Je ne. Vous restez. Bernard sourit. Oui, chef. Ils travaillèrent ensemble, mélangeant et mesurant pendant que Bernard finissait d'installer la dernière étagère de la bibliothèque. L'odeur de cannelle et de pommes emplit progressivement la maison. Quand le gâteau sortit, doré et parfait, Jean ressentit quelque chose de proche du triomphe. Une petite victoire domestique, peut-être, mais elle comptait. Cette maison, vide depuis si longtemps, contenait maintenant de la chaleur et de la nourriture, et le genre de plaisir simple qui rend la vie digne d'être vécue. Yvette arriva à 18h avec un gratin de pommes de terre, prétendant qu'elle en avait fait trop. Jean soupçonnait qu'elle l'avait fait spécialement pour eux, mais il ne discuta pas. Ils mangèrent tous les trois à la table de la cuisine. Le premier vrai repas dans cette maison depuis des décennies. Autour du gâteau et du café, Yvette mentionna la fête du village. Ce n'est rien d'extraordinaire, juste des vendeurs sur la place, de la musique, de la nourriture. Mais le manoir des Tilleuls organisait une garden party chaque année. Les gens en ville en parlent encore. Les jardins de Suzanne étaient célèbres. Jean regarda par la fenêtre les terrains envahis par la végétation. Quelque part sous toutes ces vignes mortes et ces mauvaises herbes se trouvaient les jardins de Suzanne. Un autre projet de restauration. Une autre tâche impossible. Quand a lieu la fête ? Demanda-t-il. Le 21 juin. Solstice d'été. 3 mois. J'en fis le calcul. Avec l'aide de Bernard, il pourrait avoir terminé la véranda d'ici là, peut-être même commencer les jardins. C'était ambitieux, probablement insensé. Mais debout dans sa cuisine restaurée, partageant de la nourriture avec des gens qui étaient devenus des amis, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il se sentait capable. Cette nuit-là, il sortit les 3 lettres qu'il avait écrites des semaines auparavant. Il les relut, ajouta quelques lignes à chacune. Puis il adressa de nouvelles enveloppes et inclut quelque chose de nouveau. Une photo qu'il avait prise avec son téléphone de la cuisine, propre et lumineuse. Le petit train visible sur le rebord de la fenêtre. En dessous, il écrivit « C'est ce que je construis. Un endroit où rentrer à la maison pour quiconque veut rentrer à la maison. » Il se rendit en ville et déposa les lettres dans la boîte aux lettres de la poste avant de pouvoir changer d'avis. 3 enveloppes blanches disparaissant dans la fente, transportant des mots qu'il avait retenus trop longtemps. En retournant à sa voiture, Jean remarqua le ciel du soir, clair et vaste. Des étoiles commençaient à émerger dans le crépuscule. Les mêmes étoiles dont Marcel avait parlé depuis la France. Les mêmes étoiles que Suzanne avait regardées en attendant que ses garçons rentrent. Les mêmes étoiles qui brillaient au-dessus de Paris, Lyon et Toulouse, où ses enfants levaient les yeux vers le même ciel sans savoir que leur père regardait aussi. Il retourna à la maison, se gara dans l'allée circulaire où la fontaine gisait encore gelée et oubliée. Demain, il commencerait la véranda. Demain, il commencerait à défricher les jardins. Demain, il ferait un autre pas vers la création de quelque chose qui valait la peine de rentrer. Mais ce soir, il s'assit dans la cuisine chaude et mangea une autre tranche du gâteau aux pommes de Suzanne, parfait et sucré, une recette ramenée du silence. Dehors, le premier cœur de grenouille commença son chant dans les temps lointains. À l'intérieur, la maison s'installa autour de lui avec des craquements qui ressemblaient moins à une protestation qu'à un accueil. 8 semaines plus tard, les jardins se révélaient lentement. Ce que Jean avait pris pour des ronces mortes s'avéra être des rosiers, dormants mais vivants. Sous des couches de feuilles pourries, des allées en pierre émergèrent comme les os d'une créature ancienne. Et au centre de ce qui avait été autrefois le jardin principal, à moitié enfoui dans la terre et les vignes, il trouva une cloche en bronze. Il fallut 1 heure à Bernard et à lui pour la déterrer. La cloche était lourde, de la taille d'une assiette, avec un battant qui bougeait encore lorsqu'on la secouait.
quelqu'un avait gravé des mots sur le pourtour. Jean nettoya des décennies de ternissure avec du produit à polir les métaux jusqu'à ce qu'ils puissent les lire. Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Sonnez pour retrouver votre chemin. Une cloche de rappel pour le jardin, dit Bernard en l'examinant. Servait à appeler les gens depuis les terrains. Ma grand-mère en avait une. Dans le temps, les domaines comme celui-ci la sonnaient au coucher du soleil, pour faire savoir à tout le monde qu'il était temps de rentrer à la maison. Jean tourna la cloche dans ses mains, sentant son poids, son but, un moyen d'appeler les gens à la maison. Il pensa à ses lettres, envoyées il y a 2 semaines, accueillies par le silence. Pas de réponse, pas d'appel, aucune reconnaissance qu'elles avaient été reçues. Peut-être avaient-elles été jetées sans être lues. Peut-être que ses enfants avaient regardé ces mots et n'avaient rien ressenti. Peut-être que la distance entre eux était trop grande pour que des lettres puissent la combler. Mais il avait cette cloche maintenant, et il avait une maison qui devenait quelque chose qui valait la peine de revenir. Ils la suspendirent sur le porche d'entrée cet après-midi-là, à un support en fer que Bernard avait façonné à partir de ferraille. Quand elle fut bien fixée, Jean tira la corde. Le son résonna à travers la vallée, clair et fort, se répercutant sur les murs de pierre de la maison, se propageant à travers les bois verdoyants et au-delà de l'étang où la glace avait enfin fondu. C'était la première fois que cette cloche sonnait depuis probablement 50 ans. La première fois que cette maison appelait le monde depuis des décennies. Yvette l'entendit depuis la ville, à 8 kilomètres de là. Elle raconta plus tard à Jean qu'elle était dans sa cuisine et qu'elle s'était arrêtée, s'était approchée de la fenêtre, avait écouté. Je pensais que j'imaginais des choses, dit-elle. Puis j'ai réalisé que quelqu'un avait redonné vie à cette vieille cloche. La nouvelle se répandit dans Montignac comme les nouvelles se répandent dans les petites villes, rapidement et avec des embellissements. Le vieil homme de la propriété le moine avait restauré la cloche de rappel. Il réparait tout le domaine, travaillait sur les jardins. Certains se souvenaient des garden parties de Suzanne, de l'aspect des terrains en été, des roses, de la lavande et des allées bordées de lanternes. Un samedi après-midi, un jeune couple apparut au bout de l'allée. Jean travaillait dans le jardin, arrachant les mauvaises herbes, quand il les remarqua, la trentaine, se tenant la main, hésitant près des vieux piliers de pierre. « Je peux vous aider » cria-t-il. Ils s'approchèrent lentement. L'homme parla le premier. « Désolé de vous déranger. Nous sommes Antoine et Marion Roussel. Nous avons déménagé à Montignac il y a 3 mois. Nous avons entendu parler de ce que vous faites ici et, eh bien, nous nous demandions si vous auriez besoin d'aide. » Jean se redressa, son dos protestant. « De l'aide ? Nous sommes nouveaux en ville, dit Marion. Nous ne connaissons pas encore grand monde. Antoine est paysagiste, et je travaillais dans la restauration historique avant de déménager. Nous pensions que nous pourrions peut-être donner quelques heures le week-end, si ça vous intéresse. » Quelque chose dans la poitrine de Jean se desserra légèrement. « Pourquoi voudriez-vous faire ça ?» Antoine haussa les épaules. « Honnêtement, parce que cet endroit est magnifique, même à moitié en ruine. Et parce que recommencer dans une nouvelle ville est solitaire, nous avons pensé que travailler sur quelque chose de significatif pourrait nous aider à nous sentir moins étrangers. » Jean comprenait ce sentiment mieux qu'il ne le savait. « Très bien, alors. Si vous êtes sérieux, j'aurais bien besoin d'aide. » Ils étaient sérieux. Antoine évalua les jardins avec un œil professionnel, indiquant ce qui pouvait être sauvé et ce qui devait être remplacé. Marion traversa la véranda, prenant des notes, expliquant quels éléments d'origine valaient la peine d'être préservés et quelles mises à jour modernes aideraient. Ils travaillèrent tout l'après-midi, refusant d'être payés, n'acceptant que la soupe d'Yvette et le gâteau aux pommes que Jean avait appris à faire parfaitement. Au coucher du soleil, ils se tinrent ensemble sur le porche, regardant ce qu'ils avaient accompli. Antoine avait nettoyé 2 parterres de fleurs entiers. Marion avait esquissé des plans pour la restauration de la véranda, et Jean avait passé la journée à travailler aux côtés de gens qui avaient choisi d'être là, qui voulaient aider. Avant de partir, Antoine dit « Nous reviendrons samedi prochain, si ça vous va. » C'est plus que ça va. Le mardi suivant, Bernard arriva avec des nouvelles inattendues. « J'ai reçu un appel hier soir, » dit-il en posant sa boîte à outils. « De ma fille. » Jean leva les yeux de la latte de plancher qu'il était en train de soulever. Camille a dit qu'elle avait reçu une lettre d'Yvette. La voix de Bernard était soigneusement neutre. Yvette lui a écrit, lui a parlé de cet endroit, de nous qui travaillons ensemble, lui a dit que je parle d'elle tout le temps. Est-ce que vous le faites ? Oui,
je le fais. Bernard s'assit lourdement sur un chevalet de siège. Camille a dit qu'elle aimerait venir le mois prochain, juste pour un week-end, mais... Sa voix se brisa. C'est plus que ce que j'ai eu en 2 ans. Jean posa ses outils et s'approcha, posa une main sur l'épaule de Bernard. Ils restèrent ainsi un moment. 2 pères qui avaient perdu leurs enfants à cause de la distance et du temps. L'un d'eux avait une chance de récupérer quelque chose. Vous pensez qu'Yvette s'est mêlée de nos affaires? Demanda finalement Bernard. Je pense qu'Yvette a aidé. Devrais-je être en colère? L'êtes-vous? Bernard réfléchit. Non. Je suis reconnaissant et terrifié. Et si Camille vient et réalise qu'elle avait raison de rester à l'écart? Et si je la déçois à nouveau? Et si vous ne le faites pas? La question resta en suspens entre eux. Bernard hocha lentement la tête, se leva, prit son marteau. Je ferai mieux de m'assurer que cette maison soit parfaite quand elle arrivera. Je ne peux pas la laisser penser que son vieux père ne s'y connaît pas en restauration. Ils travaillèrent avec une énergie renouvelée après cela. Bernard se jetant dans les réparations de la véranda avec quelque chose approchant la joie. Il parlait plus que d'habitude, racontant des histoires sur Camille petite fille, le fort qu'ils avaient construit dans le jardin, la fois où elle avait essayé de réparer sa camionnette avec du ruban adhésif et de la détermination. Jean écoutait et ressentait un étrange mélange de bonheur pour son ami et de douleur pour lui-même. La fille de Bernard venait. Ses propres enfants restaient silencieux comme des pierres. Ce soir-là, Jean sonna de nouveau la cloche, juste parce qu'il le pouvait, juste parce que ça faisait du bien d'envoyer un son dans le monde, un appel qui disait « Voici un endroit qui vaut la peine de venir. Voici un accueil. Voici un foyer. » Il ne savait pas si quelqu'un répondrait à cet appel, mais il la sonnait quand même. À l'intérieur, il s'assit à la table de la cuisine et écrivit dans un journal qu'il avait commencé à tenir, non pas pour quelqu'un d'autre, juste pour lui-même. Un enregistrement du travail, des jours, de l'accumulation lente de réparation et de restauration. Il écrivit sur la cloche, sur Antoine et Marion, sur l'appel de la fille de Bernard. Il écrivit sur ses propres enfants et le silence qui s'étendait entre eux. Et puis il écrivit, « Je construis quelque chose ici. Peut-être qu'ils viendront, peut-être pas, mais je le construis quand même. Pour la première fois depuis des années, je construis au lieu de regarder les choses s'effondrer. Cela doit compter pour quelque chose. » Il ferma le journal et regarda le petit train sur le rebord de la fenêtre, le livre de recettes sur l'étagère, la cuisine transformée de la ruine à la chaleur. Preuve du travail accompli, des progrès réalisés, de la vie revenant dans des espaces vides. La cloche se balançait légèrement dans la brise du soir, visible à travers la fenêtre, prête à sonner à nouveau chaque fois que quelqu'un aurait besoin de retrouver son chemin. 10 semaines après le début de la restauration, Jean se souvint de la boîte aux lettres. Elle se tenait au bout de la longue allée, près des piliers de pierre, rouillés et penchés d'un côté, à moitié cachés par des mauvaises herbes envahissantes. Il était passé devant une centaine de fois, sans jamais penser à la vérifier. Pourquoi l'aurait-il fait? Personne ne connaissait son adresse. Personne ne lui écrivait. Mais un matin où le printemps était pleinement arrivé, les arbres bourgeonnant de vert, une chaude lumière du soleil remplaçant le gris de l'hiver, il décida de descendre l'allée à pied au lieu de conduire en ville. De l'exercice, de l'air frais, une chance de voir comment les terrains se présentaient depuis la route. Il avait été si concentré sur la maison elle-même qu'il avait négligé de considérer l'approche, la première impression que les visiteurs auraient. La porte de la boîte aux lettres était coincée quand il essaya de l'ouvrir. Il dut la faire bouger d'avant en arrière, des flocons de rouille tombant avant qu'elle ne cède finalement. À l'intérieur se trouvait une pile de courriers indésirables, des catalogues pour l'ancien propriétaire, des offres de cartes de crédit adressées à l'occupant actuel, des prospectus publicitaires jaunis par le temps, et sous tout cela, une seule enveloppe blanche. Ses mains tremblaient alors qu'il la sortait. L'adresse de retour était Toulouse, l'écriture de Chloé. Le cachet de la poste datait de 3 mois, envoyé à son ancienne adresse, réexpédié ici, arrivé quelque temps en février quand il était trop concentré sur sa survie pour vérifier une boîte aux lettres ensevelie sous la neige. Jean se tenait au bout de l'allée, la brise printanière soufflant à travers les nouvelles feuilles, et ouvrit la lettre de sa fille. « Cher papa, commençait-elle, j'ai essayé de te joindre. Ton téléphone tombe directement sur la messagerie vocale, et quand j'ai appelé ton ancien numéro, il était déconnecté. Valérie m'a dit que tu avais vendu la maison. Personne ne sait où tu es allé. J'ai besoin de te parler.
Mon mariage est en train de s'effondrer. Richard et moi suivons une thérapie depuis 6 mois, mais je ne sais pas si ça marche. Je me sens si seul, et je voulais entendre ta voix. Je voulais que tu me dises quoi faire, ou au moins que tu me dises que ça va aller. Je ne suis pas en colère que tu n'aies pas rappelé. Je suis juste inquiète. S'il te plaît, si tu reçois ceci, appelle-moi. Je t'aime, Chloé. La lettre lui glissa des doigts, emportée par la brise, dérapa sur le gravier. Jean la récupéra, la relut, puis une 3e fois. 3 mois. Elle avait écrit cela il y a 3 mois. Elle avait essayé de le joindre, avait besoin de lui, et il avait été ici à reconstruire une maison pendant que la vie de sa fille s'effondrait. Il sortit son téléphone avec des mains tremblantes. Le téléphone qu'il avait acheté pour remplacer son ancien, celui qu'il avait configuré à la hâte avant de partir, sans jamais prendre la peine de transférer correctement son numéro, de mettre à jour sa messagerie vocale ou de s'assurer qu'il fonctionnait correctement. Il avait été si concentré sur son propre isolement qu'il s'était accidentellement rendu injoignable. Il appela Chloé. Ça sonna 2 fois, puis tomba sur la messagerie vocale. Sa voix, la même que toujours. Vous êtes bien sur la messagerie de Chloé Dubois. Veuillez laisser un message. Chloé, c'est papa. Je viens de recevoir ta lettre. Je suis tellement désolé. Sa voix se brisa. S'il te plaît, rappelle-moi. Il essaya Valérie ensuite. Elle répondit à la 4e sonnerie. Sa voix sèche et professionnelle. Ici Valérie Dubois. Valérie, c'est ton père. Une pause. Papa? C'est quel numéro? J'ai un nouveau téléphone. Je suis désolé, je n'ai pas. As-tu la moindre idée à quel point nous avons été inquiets? Sa voix était froide, le ton qu'elle utilisait au tribunal. Tu as vendu la maison, déconnecté ton téléphone et disparu. Stéphane pensait que tu étais peut-être mort. Chloé a appelé les hôpitaux. Je ne voulais inquiéter personne. J'ai déménagé à... Où as-tu déménagé qui nécessitait de couper tout contact avec ta famille? Je suis dans la vieille maison de grand-père, le domaine. Je suis en train de la réparer. Une autre pause. Plus longue cette fois. La maison au milieu de nulle part qui est abandonnée depuis des décennies. Cette maison? Oui. Pourquoi aurais-tu? Elle s'arrêta, prit une inspiration. Il pouvait entendre son sang-froid se fissurer. Nous pensions que tu ne voulais plus entendre parler de nous. Quand ton téléphone a cessé de fonctionner et que tu n'as pas laissé de nouveaux numéros, nous avons pensé que tu en avais fini avec nous. Les mots le frappèrent comme des coups physiques. Quoi? Non, jamais je. Alors pourquoi ne nous as-tu pas dit où tu allais? Pourquoi ne t'es-tu pas assuré que nous pouvions te joindre? Jean s'affaissa sur le gravier, le dos contre le poteau de la boîte aux lettres. Parce que je pensais que vous en aviez fini avec moi. Les appels s'étaient arrêtés. Les visites s'étaient arrêtées. Je pensais que je devenais un fardeau, quelqu'un que vous deviez appeler par obligation. Je pensais que si je disparaissais discrètement, ce serait plus facile pour tout le monde. Plus facile? La voix de Valérie monta. Tu pensais que ce serait plus facile de nous laisser croire que nous t'avions perdu? Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai reçu la lettre de Chloé aujourd'hui. Elle a été envoyée il y a des mois, mais je n'ai pas vérifié la boîte aux lettres. Je ne pensais pas que quelqu'un écrirait. Bien sûr que nous écririons. Bien sûr que nous appellerions. Tu es notre père. Sa voix se cassa maintenant. Le vernis professionnel avait disparu. Tu n'as pas le droit de partir comme ça sans dire au revoir. Tu n'as pas le droit de décider que nous sommes mieux sans toi. Puis-je parler à Chloé? Sa lettre disait que son mariage est un désastre. Elle se noyait et la seule personne à qui elle voulait parler avait disparu. Valérie fit une pause. Je lui dirai que tu as appelé. Mais papa, tu dois réparer ça. Tu dois vraiment essayer cette fois, pas juste disparaître quand les choses deviennent difficiles. Je le ferai. Je le promets. Bien. Elle raccrocha. Jean resta assis sur le gravier pendant un long moment. Le téléphone à la main, la lettre serrée dans l'autre. Il avait pensé qu'il était l'abandonné. Pensé qu'il était le père laissé pour compte par des enfants trop occupés pour lui.
Mais de leur point de vue, il avait disparu sans avertissement. Il avait coupé le contact, vendu la maison familiale et s'était évanoui dans la campagne. Ils avaient essayé d'appeler. Son téléphone n'avait pas fonctionné correctement. Ils avaient essayé d'écrire. Ils n'avaient pas vérifié la boîte aux lettres. Le silence qu'il avait interprété comme un rejet était de la confusion et de l'inquiétude de leur côté. Il avait été si absorbé par sa propre solitude qu'il en avait créé davantage. Stéphane appela 1 heure plus tard. « Papa ? Stéphane, je suis tellement désolé. Où diable es-tu ? » La voix de son fils était tendue de colère et de soulagement. « Sais-tu ce que c'est que d'appeler le téléphone de ton père et de n'avoir rien ? De passer devant sa maison et de l'avoir vendue ? Nous pensions que tu étais mort, ou malade, ou... Je suis au domaine de grand-père. Je le répare. J'aurais dû vous le dire. J'aurais dû m'assurer que mon téléphone fonctionnait. Je pensais. » Il s'arrêta. « Je pensais que vous ne vouliez pas entendre parler de moi. » Pourquoi aurais-tu pensé ça ? Parce que les appels se sont arrêtés. Parce que des années ont passé et personne n'est venu. Parce que nous sommes tous occupés et stupides et que nous t'avons pris pour acquis, dit Stéphane. Parce que j'avais honte d'appeler après mon divorce et de te dire que j'avais échoué dans mon mariage. Parce que c'était plus facile de rester à l'écart que de t'affronter et d'admettre que ma vie n'était pas parfaite. Mais ça ne veut pas dire que j'ai cessé de t'aimer. Ça ne veut pas dire que je te voulais parti. Les mots brisèrent quelque chose dans la poitrine de Jean. Je ne savais pas. Eh bien, maintenant tu sais. Et tu vas rester où tu es. Et tu vas garder ton téléphone allumé. Et tu vas répondre quand nous appellerons. Compris ? Compris. Bien. Je dois y aller. Mais papa, je suis content que tu sois en vie, même si tu es un idiot. Ce soir-là, Bernard trouva Jean assis sur le porche d'entrée, fixant le vide. Il s'assit à côté de lui sans parler. Attendant. J'ai posté des lettres à mes enfants, dit finalement Jean. Je leur ai dit où j'étais, ce que je faisais, je les ai invités à venir. Mais ils essayaient déjà de me joindre depuis des mois. Je ne le savais tout simplement pas parce que mon téléphone était en panne et que je n'ai pas vérifié la boîte aux lettres. Pendant tout ce temps, je pensais qu'ils m'avaient abandonné. Ils pensaient que je les avais abandonnés. Bernard resta silencieux un moment. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas. Ils sont en colère. Ils ont le droit de l'être. J'ai disparu sans avertissement. De leur point de vue, je me suis enfui. L'as-tu fait ? Il y réfléchit. Peut-être. Peut-être que je fuyais le fait d'être un fardeau, de vieillir et d'être dans le besoin, de demander de l'aide. Tu demandes de l'aide maintenant, ici, avec cette maison. C'est différent. L'est-ce vraiment ? Yvette arriva avec le dîner, comme elle le faisait souvent maintenant. Elle jeta un coup d'œil au visage de Jean et posa son plat de gratin. Que s'est-il passé ? Il leur raconta à tous les deux la lettre, les appels, le malentendu qui avait grandi comme de la moisissure dans l'espace sombre entre lui et ses enfants. Quand il eut fini, Yvette hocha lentement la tête. Alors, vous avez fait une erreur. Plusieurs erreurs. Vous avez 81 ans, pas mort. Vous pouvez réparer les erreurs. Je ne sais pas comment. De la même manière que vous avez réparé cette maison, dit-elle, un morceau à la fois. Vous ne pouvez pas défaire les 3 derniers mois, vous ne pouvez que construire à partir de là où vous êtes maintenant. Cette nuit-là, Jean écrivit de nouvelles lettres à chacun de ses enfants. Des lettres différentes cette fois. Honnête sur ses erreurs, ses peurs, sa prise de conscience qu'il s'était trompé sur tant de choses. Il s'excusa d'avoir disparu. Il expliqua la maison, le travail, la lente reconstruction de quelque chose qui avait été abandonné. Et à la fin de chaque lettre, il écrivit « J'organise une garden party ici le 21 juin, le solstice d'été. J'aimerais que vous veniez. Je comprendrai si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas, mais l'invitation est réelle, et la porte est ouverte. Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Venez retrouver votre chemin. » Il posta les lettres le lendemain matin. 3 enveloppes blanches transportant des mots qui comptaient, envoyés à des enfants qui pourraient ou non répondre. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Le reste dépendait d'eux. 12 semaines après le début de la restauration, mai arriva avec chaleur et détermination. Jean travaillait avec une urgence renouvelée maintenant, pas frénétique,
mais concentré. Le 21 juin était dans 6 semaines. La garden party aurait lieu, que ses enfants viennent ou non, car le travail lui-même était devenu important au-delà de ses intentions initiales. La véranda était devenue son obsession. Bernard partageait cette obsession, comprenant sans mots que cette pièce, à moitié détruite, belle même en ruine, représentait quelque chose de plus grand que du verre et du fer. Ils travaillèrent ensemble, décapant les vieux cadres, mesurant pour de nouvelles vitres, renforçant la structure pour qu'elle ne s'effondre pas sous le poids d'un autre hiver. Antoine passait ses samedis à défricher les jardins, suivant ce qu'il pouvait trouver du plan original de Suzanne. Il découvrit des rosiers qui avaient survécu à des décennies de négligence, leurs racines profondes et tenaces. Il trouva des bancs de pierre enfouis sous le lierre. Il déterra un cadran solaire avec l'inscription presque effacée, seuls les mots « temps » et « jardin » étant encore lisibles. Marion fit des recherches dans les archives historiques de la bibliothèque, trouvant des photographies du domaine des années 1950. Elle les apporta à Jean un jeudi soir, les étalant sur la table de la cuisine. Il y avait le jardin de Suzanne en pleine floraison, des roses, de la lavande, des allées bordées de buis, la véranda brillant dans le crépuscule d'été. Voilà à quoi ça ressemblait, dit Marion, son doigt traçant le plan. Nous pouvons recréer cela. Pas exactement, mais assez proche. Jean étudia les photographies, voyant sa grand-mère jeune femme debout parmi les fleurs, Marcel à ses côtés en chemise blanche et bretelles. Sur une autre photo, 2 garçons couraient dans les jardins, leurs visages flous par le mouvement et le temps. Jacques et Georges, pris dans un moment de joie avant que la guerre et la perte ne changent tout. Faisons-le, dit-il. La nouvelle se répandit à Montignac que la propriété Le Moine prévoyait une garden party. La nouvelle circula dans la quincaillerie, le café, le bureau de poste, prenant de l'ampleur et attirant des bénévoles. Des gens que Jean n'avait jamais rencontrés s'arrêtèrent pour offrir leur aide. Une femme âgée apporta des plants de son propre jardin, les mêmes variétés que Suzanne avait cultivées, conservées de génération en génération. Un entrepreneur à la retraite examina la véranda et suggéra des améliorations structurelles. Un professeur de musique du lycée demanda si la fête aurait besoin de musiciens. La maison se remplit d'activité et de vie. Chaque jour, une demi-douzaine de personnes pouvaient travailler sur différents projets. Yvette organisant les fournitures, Bernard installant les fenêtres, Antoine plantant des fleurs, Marion dirigeant la restauration globale avec l'œil d'une architecte pour les détails. C'était épuisant. C'était glorieux. 2 semaines avant la fête, Jean travaillait dans le grenier, triant des boîtes laissées par les propriétaires précédents, quand il trouva une photographie dans un vieux cadre. Le verre était fissuré, mais la photo intacte. Une famille debout sur les marches de l'entrée de la maison. En été, probablement en 1985, à en juger par les vêtements. Un Jean plus jeune, encore aux cheveux foncés. Monique à ses côtés, radieuse dans une robe d'été, et 3 enfants. Valérie, sérieuse même à 13 ans. Stéphane souriant à 10 ans. Chloé à 7 ans, tenant un lapin en peluche. Jean ne se souvenait pas que cette photo ait été prise. Ne se souvenait pas du tout de cette visite, bien qu'il soit clairement venu ici, se soit tenu sur ses marches, et sourit pour l'appareil photo. Son père avait dû prendre la photo, avait dû la rendre après cet été-là. Combien d'autres moments avait-il oubliés? Combien de visites, de conversations et de petites joies s'étaient glissées dans les interstices de la mémoire? Il descendit la photo, nettoya soigneusement le verre et la plaça dans la véranda, où la lumière des nouvelles fenêtres l'illuminait. Sa famille, figée dans le temps, préservée dans cette maison qui était censée n'être qu'une retraite d'été, mais qui avait été témoin de tant de moments cruciaux. Ce soir-là, il écrivit dans son journal. J'ai trouvé une photo aujourd'hui. Nous sommes venus ici une fois, tous ensemble. Je ne m'en souviens pas, mais la photo ne ment pas. Nous étions heureux. Nous étions entiers. Je veux croire que nous pouvons l'être à nouveau, même si c'est différemment. Même si nous ne pouvons jamais revenir à ce jour d'été sur les marches. Il ajouta la photo aux nouvelles lettres qu'il écrivait, des lettres plus longues cette fois, incluant des détails sur la restauration, sur Bernard, Yvette, Antoine et Marion, sur la communauté qui s'était formée autour de ce projet. Il écrivit sur les recettes de Suzanne, le petit train de Jacques et la cloche de rappel qui sonnait chaque soir au coucher du soleil. Je ne vous demande pas de réparer le passé, écrivit-il à chaque enfant. Je vous invite à voir le présent, à voir ce que j'ai construit à partir de ruines, à voir que même les choses cassées peuvent être rendues belles à nouveau.
Il posta les lettres avec des copies de la photographie, 3 enveloppes transportant souvenirs et espoir à parts égales. La fille de Bernard, Camille, arriva un samedi de fin mai. Jean observa depuis la véranda la camionnette de Bernard s'arrêter, une jeune femme en descendre, le père et la fille se regardant à 1 mètre de gravier et 2 ans de silence de distance. Puis Camille s'avança et serra son père dans ses bras, et les épaules de Bernard furent secouées par des sanglots qu'il avait retenus trop longtemps. Ils passèrent la journée à la maison. Camille s'émerveillant de la restauration, Bernard lui montrant tout ce qu'il avait construit et réparé avec une fierté à peine contenue. Au dîner, Yvette avait apporté assez de nourriture pour 10 personnes. Camille raconta des histoires sur l'université, son travail et sa vie, et Bernard écoutait avec l'intensité d'un homme mémorisant chaque mot. « J'aurais dû appeler plus tôt, » dit Camille. « Je n'arrêtais pas de vouloir le faire, mais le temps passait, et c'est devenu plus difficile. »« Je connais ce sentiment, » dit Jean doucement. Après le dîner, Bernard et Camille se promenèrent dans les jardins, parlant à voix basse que Jean ne pouvait pas entendre. Quand ils revinrent, les yeux de Bernard étaient rouges, mais son sourire était sincère. « Elle reste jusqu'à la fête, » dit-il plus tard à Jean. « Elle veut t'aider, » dit-il. Sa voix se cassa. Elle a dit qu'elle était fière de moi, de ce travail, de ce que nous avons construit. Jean serra l'épaule de son ami. C'est bien. C'est très bien. Les 2 dernières semaines se confondirent en une course effrénée. La véranda s'assembla pièce par pièce. Nouveau verre installé, charpente peinte, le sol restauré en carrelage brillant. Antoine transforma les jardins de la nature sauvage en quelque chose approchant la beauté, plantant des centaines de fleurs, taillant les haies, restaurant les allées. Marion coordonna tout avec l'efficacité d'un général dirigeant des troupes. Yvette organisa la nourriture, recrutant d'autres femmes de la ville qui se souvenaient des garden parties de Suzanne et voulaient recréer la magie. Elles planifièrent un menu à partir du livre de recettes de Suzanne, son bœuf bourguignon, son fameux gâteau aux pommes, sa limonade faite avec du miel au lieu du sucre. Des tables furent empruntées à l'église. Des chaises apparurent de divers greniers et sous-sols de la ville. Quelqu'un donna des nappes. Quelqu'un d'autre fournit des lanternes pour border les allées. Toute la communauté s'était investie dans cette fête, dans cette restauration, dans l'idée que les belles choses ne devraient pas être laissées à l'abandon. 3 jours avant la fête, Jean reçut un appel téléphonique. « Papa ? C'est Valérie. J'ai reçu tes lettres. » Toutes. Son cœur battait la chamade. Et Chloé et moi avons parlé. Stéphane aussi. Nous essayons de décider si nous pouvons venir. Je comprends si vous ne pouvez pas. C'est un long voyage. Et nous aurions dû venir plus tôt. C'est ce que Chloé n'arrête pas de dire. Nous aurions dû venir il y a des années, avant que les choses ne soient si cassées. Les choses ne sont pas cassées au-delà de toute réparation, dit Jean. J'ai appris ça ces derniers mois. Même les maisons laissées vides pendant des décennies peuvent être ramenées à la vie. Valérie resta silencieuse un moment. Je te tiendrai au courant pour la fête. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Cette nuit-là, Jean ne put dormir. Il traversa la maison pièce par pièce, la voyant non pas comme elle était il y a 12 semaines, mais comme elle était maintenant. La cuisine chaude et fonctionnelle, le hall d'entrée brillant, la bibliothèque dont les étagères étaient remplies de livres sauvés de l'épave, les chambres à l'étage propres et prêtes, les lits faits avec des draps frais au cas où, et la véranda, le joyau de la restauration. Des parois de verre reflétant le clair de lune. Des plantes dans de nouveaux pots attendant d'être placés. La photographie de sa famille sur une petite table près de la porte. Une pièce qui avait été complètement détruite, maintenant rendue belle à nouveau. Il pensa à Suzanne et Marcel, à la vie qu'ils avaient construite ici et aux pertes qu'ils avaient endurées. Il pensa à Jacques, qui n'était jamais rentré, et à Georges, qui ne pouvait supporter de revenir. Il pensa à ses propres enfants dispersés à travers le pays, chacun portant ses propres blessures, ses propres raisons de rester à l'écart. La cloche de rappel pendait silencieuse sur le porche. Dans 3 jours, il la sonnerait pour commencer la fête. Dans 3 jours, il saurait si ses enfants accordaient assez de valeur à l'invitation pour venir. Dans 3 jours, il apprendrait si les 3 derniers mois de travail avaient été pour lui seul ou pour quelque chose de plus grand. Mais debout dans la véranda sous le clair de lune, entouré de preuves de transformation et de renouveau, Jean ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Pas de l'espoir exactement. L'espoir était trop fragile, trop désespéré.
C'était quelque chose de plus stable. L'acceptation, peut-être. La compréhension qu'il avait fait ce qu'il pouvait faire, construit ce qu'il pouvait construire, offert ce qu'il pouvait offrir. Le reste ne dépendait pas de lui. Il plaça 3 pierres dans sa poche. Une pour Valérie, une pour Stéphane, une pour Chloé. Une vieille superstition que Monique lui avait apprise il y a longtemps. Porte une pierre pour quelqu'un que tu aimes, et il retrouvera son chemin. C'était probablement absurde, mais il les portait quand même. Dehors, les jardins attendaient la célébration. À l'intérieur, la maison attendait d'être remplie de voix, de rires et de vie. Et Jean attendait, patient maintenant d'une manière qu'il n'avait pas été auparavant, ce que le 21 juin apporterait. Le 21 juin arriva avec une lumière matinale dorée et un ciel sans nuages. Jean se réveilla à l'aube, resta un moment dans la chambre à l'étage, écoutant le chant des oiseaux par la fenêtre ouverte. Il y a 3 mois, il dormait sur le sol de la cuisine dans un sac de couchage, entouré de ruines. Maintenant, il se réveillait dans un vrai lit, dans une vraie chambre, entouré de restauration et de possibilités. Il s'habilla soigneusement avec des vêtements qu'Yvette avait insisté pour qu'il achète pour l'occasion, une chemise blanche impeccable, un pantalon sombre, une veste légère. Il se regarda dans le miroir et vit un vieil homme, plus mince qu'en février, aller par le travail en plein air, mais se tenant plus droit, l'air plus vivant. En bas, la maison brillait, chaque surface nettoyée, chaque pièce prête. Il la traversa lentement, passant la main sur la rampe que Bernard avait refaite, s'arrêtant dans la bibliothèque où les livres bordaient maintenant les étagères, s'arrêtant dans la véranda où la lumière du matin transformait les parois de verre en vitraux de cathédrale. Sur la petite table près de la porte de la véranda se trouvait la photo de famille de 1985. À côté, il plaça les lettres de Suzanne, le petit train et le livre de recettes. De petits artefacts de vie vécus dans cette maison, des liens à travers le temps. Les pierres étaient toujours dans sa poche, une pour chaque enfant. Il les toucha comme un talisman. À 9 heures, les gens commencèrent à arriver pour aider à l'installation. Yvette dirigeait les opérations depuis la cuisine, mobilisant les bénévoles comme un commandant bien-aimé. Bernard et Camille travaillèrent ensemble, suspendant des lanternes le long des allées du jardin. Antoine apporta les dernières retouches au parterre de fleurs, s'assurant que tout était parfait. Marion disposa les tables et les chaises avec l'œil d'une artiste pour la composition. Jean se retrouva principalement à regarder, submergé par la vue de tant de gens travaillant ensemble pour créer quelque chose de beau. Son projet était devenu leur projet. Sa restauration était devenue une célébration communautaire. À midi, Yvette le trouva debout seul près de la fontaine, maintenant nettoyée et en marche, l'eau cascadant sur des pierres qui avaient été sèches pendant des décennies. « Comment tenez-vous le coup » demanda-t-elle. « Je ne sais pas ce que je ressens. » « C'est permis. » « Et s'ils ne viennent pas ?» Yvette lui serra le bras. « Alors vous avez toujours ça. Cette maison, ces jardins, ces gens qui sont venus. Ce n'est pas rien. » Il hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. À 14 heures, tout était prêt. Les tables dressées avec des nappes blanches, y compris le linge immaculé de Suzanne avec « Le moine 1942 » brodé sur le bord. La nourriture disposée sur des plats de service, des fleurs dans des vases, des musiciens accordant leurs instruments à l'ombre d'un vieux chêne. Les jardins transformés en quelque chose que Suzanne elle-même aurait pu reconnaître, pas exactement comme ils étaient, mais assez proches pour honorer sa vision. Les habitants de la ville commencèrent à se rassembler, des couples âgés qui se souvenaient des fêtes originales, de jeunes familles curieuses de découvrir le domaine restauré, tout le monde habillé en vêtements d'été et apportant des plats, malgré l'insistance d'Yvette que la nourriture était prise en charge. Bernard trouva Jean à 14h30. « Camille veut savoir où vous voulez la table des cadeaux. » « La table des cadeaux ? Les gens ont apporté des choses. Des cadeaux de pendaison de crémaillère, c'est comme ça qu'ils les appellent. » La gorge de Jean se serra. « Je ne m'attendais pas. »« Je sais, mais c'est ce que fait une communauté. » Il se présente. À 14h45, Jean vérifia son téléphone pour la 100e fois. Pas de message, pas d'appel. Ses enfants ne venaient pas. Il savait que c'était possible, même probable. La distance et la douleur n'étaient pas effacées par des lettres et des invitations, mais le savoir ne rendait pas la déception plus facile. À 15 heures, il se tenait sur le porche d'entrée, la corde de la cloche de rappel à la main. Près de 50 personnes remplissaient les jardins en contrebas, parlant, riant, admirant les lieux restaurés.
Bernard se tenait avec son bras autour de Camille. Yvette discutait avec les musiciens. Antoine et Marion se tenaient la main près des rosiers qu'ils avaient plantés ensemble. C'était beau. C'était suffisant. Ça devait être suffisant. Il tira la corde. La cloche résonna à travers la vallée, claire et forte, appelant tout le monde à la maison. Les conversations se turent. Les gens se tournèrent vers la maison, souriant, attendant qu'il parle. Il avait préparé des mots, mais ils se dissolurent dans sa gorge. Au lieu de cela, il dit simplement « Merci de m'avoir aidé à ramener cet endroit à la vie, de m'avoir montré que les choses cassées peuvent être rendues entières, d'être ici. » Des applaudissements parcoururent la foule. Les musiciens commencèrent à jouer quelque chose de doux qui flottait dans les jardins comme un souvenir rendu audible. Jean descendit les marches, acceptant des poignées de main et des étreintes, essayant de se concentrer sur la joie qui l'entourait au lieu des espaces vides où ses enfants auraient dû être. Il était reconnaissant. Il avait le cœur brisé. Il était les deux à la fois. À 15h30, il se tenait près de la fontaine, parlant avec une femme âgée qui se souvenait des rosiers de Suzanne, n'écoutant qu'à moitié ses histoires, quand il entendit un moteur de voiture dans l'allée. Son cœur s'arrêta. Une berline apparut entre les piliers de pierre, remontant lentement la route de gravier. Puis une autre voiture derrière elle. Puis une troisième. La femme à côté de lui continuait de parler, mais Jean ne pouvait plus l'entendre. Ne pouvait plus rien entendre à part le grondement dans ses oreilles. La première voiture s'arrêta au bas des marches. La porte s'ouvrit. Chloé sortit. Elle avait l'air plus âgée que dans ses souvenirs, fatiguée autour des yeux, ses cheveux attachés en une queue de cheval. Elle portait une simple robe bleue et un petit sac de voyage. Elle se tenait près de la voiture, regardant la maison, et sa main se porta à sa bouche. Puis la porte de la deuxième voiture s'ouvrit, et Valérie émergea, élégante dans un tailleur-pantalon, son expression soigneusement contrôlée, mais ses yeux déjà humides. La porte de la troisième voiture s'ouvrit, et Stéphane sortit. Il se pencha en arrière et souleva un petit garçon d'un siège auto, peut-être 3 ans, avec les cheveux noirs de Stéphane et des yeux curieux. Les enfants de Jean se tenaient au bas des marches, le regardant, et il resta figé sur le chemin du jardin, une main touchant les pierres dans sa poche, incapable de bouger, de parler ou de respirer. Chloé bougea la première. Elle posa son sac et monta les marches, lentement d'abord, puis plus vite. Son visage se contracta lorsqu'elle l'atteignit. « Papa » dit-elle, puis elle était dans ses bras, pleurant contre son épaule. Jean la serra, la sentit trembler de sanglots, lui caressa les cheveux comme il le faisait quand elle était petite et se réveillait de cauchemars. « Je suis là » murmura-t-il. « Je suis juste là. » Valérie vint ensuite, son sang-froid se brisant enfin. Elle se joignit à l'étreinte, ses bras autour d'eux, sa voix épaisse de larmes. « Nous aurions dû venir plus tôt. Je suis tellement désolé. Nous aurions dû venir plus tôt. » Stéphane s'approcha, portant le petit garçon qui observait la scène avec de grands yeux incertains. Quand l'étreinte s'ouvrit pour les inclure, la voix de Stéphane était rauque. « Papa, voici Léo, ton petit-fils. » Il voulait rencontrer son grand-père. Jean regarda l'enfant. 3 ans, Stéphane l'avait dit au téléphone il y a des mois, mais il ne l'avait jamais rencontré, n'avait même jamais vu de photo. Son petit-fils nommé Léo. « Bonjour, Léo » réussit à dire Jean. Le garçon l'étudia sérieusement. « Tu es vraiment vieux. » Malgré tout, Jean rit. « Je le suis vraiment. »« Je peux voir ta maison ?»« Oui, oui, bien sûr que tu peux. » Ils restèrent là sur les marches, les 5 ensemble pour la première fois depuis des années, tandis que la fête continuait autour d'eux à une distance respectueuse. Bernard croisa le regard de Jean de l'autre côté du jardin et hocha la tête une fois, un geste de compréhension d'un père à un autre. Finalement, ils se séparèrent, s'essuyant les yeux, essayant de se ressaisir. Chloé garda une main sur le bras de Jean comme si elle avait peur qu'il disparaisse à nouveau. « Nous avons reçu tes lettres, » dit Valérie. « Toutes. Les premières, les dernières et celles avec la photographie. J'aurais dû les envoyer plus tôt. J'aurais dû vous dire où j'allais. Nous aurions dû appeler plus, dit Stéphane. Aurions dû venir. Aurions dû nous assurer que tu savais que tu comptais. Aurions dû. Aurions dû, dit Chloé, sa voix se brisant à nouveau. Nous avons tous les deux fait des erreurs, papa.
Pouvons-nous simplement convenir que nous avons tous les deux fait des erreurs et aller de l'avant? Jean sortit les 3 pierres de sa poche. Elles reposaient dans sa paume, lisses et ordinaires, juste des cailloux du chemin du jardin. Votre mère m'a appris ça. Tu portes une pierre pour quelqu'un que tu aimes, et il retrouvera son chemin. Chloé prit une pierre, puis Valérie, puis Stéphane. Ils se tinrent là, tenant ces petits morceaux du domaine, ces fragments de l'endroit que leur père avait reconstruit. Montre-nous, dit Valérie. Montre-nous ce que tu as fait. Il leur fit visiter la maison, pièce par pièce, racontant l'histoire de la restauration. La cuisine où il avait campé la première nuit. Le bureau où il avait trouvé les lettres de Suzanne. La bibliothèque que Bernard avait aidé à reconstruire. Les chambres à l'étage, y compris celles qu'il avait préparées pour chacun d'eux, au cas où. Dans la véranda, ils regardèrent la photographie de 1985. Je ne m'en souviens pas, dit Stéphane. Moi non plus. Mais c'est arrivé. Nous étions ici ensemble. Chloé prit le petit train. Regarde ça. Il appartenait à un garçon nommé Jacques Lemoine. Il est mort à la guerre. Sa mère a gardé cette maison pendant des années après sa disparition, mais elle n'a pas pu y rester. Trop de souvenirs. Comme notre maison, dit doucement Chloé. Après la mort de maman. Trop de souvenirs. Oui, mais j'ai appris quelque chose ici. Les souvenirs n'ont pas à être douloureux. Ils peuvent être des cadeaux, des liens à travers le temps. Le petit Léo tira sur la main de son père. On peut aller voir la fête? Ils sortirent ensemble, et Jean présenta ses enfants à la communauté qui l'avait aidé. Yvette serra chacun d'eux férocement dans ses bras. Bernard leur serra la main, Camille à ses côtés, souriante. Antoine et Marion les accueillirent avec la chaleur de gens qui comprenaient ce que signifiaient les réunions de famille. La fête reprit, mais différemment maintenant. Pas seulement une célébration d'une maison restaurée, mais d'une famille restaurée. Les musiciens jouaient, et les enfants dansaient sur la pelouse. La nourriture était partagée, les histoires racontées, les rires s'élevant dans l'air du soir alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'or et de rose. Jean se tenait avec ses 3 enfants dans le jardin. Le petit Léo dormait dans les bras de Stéphane, épuisé d'avoir couru dans les allées et chassé les papillons. Je ne demande pas que tout soit parfait, dit Jean. Je sais que nous avons du travail à faire. Je sais qu'il y a encore de la douleur et de la distance à surmonter. Mais je demande ceci, des chances, d'essayer, de ne pas nous abandonner les uns les autres. Valérie lui prit la main. Nous sommes là, papa. Nous sommes venus. Vous êtes venus, répéta-t-il. Chloé se pencha contre son épaule. On peut rester la semaine? Je ne dois pas rentrer avant lundi prochain. Il y a des lits prêts. Il y a toujours eu des lits prêts. Stéphane déplaça Léo dans ses bras. Alors nous resterons. La cloche de rappel se balançait doucement dans la brise du soir. Autour d'eux, les lanternes commencèrent à briller à l'approche de l'obscurité. La musique flottait à travers les jardins que Suzanne avait plantés il y a si longtemps, et Jean Dubois, 81 ans, se tenait entouré de ses enfants dans une maison qu'il avait ramenée de la ruine, et ressentit quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais. Il se sentait chez lui. Le soir s'installa sur le domaine comme une bénédiction. La fête se termina progressivement, les invités partant avec des étreintes et des promesses de revenir, les musiciens rangeant leurs instruments, les tables étant débarrassées par des bénévoles qui refusaient de laisser Jean aider. Yvette l'embrassa sur la joue avant de partir. Bernard et Camille firent un signe de la main depuis la camionnette de Bernard, père et fille rentrant ensemble. Dans la véranda, Jean s'assit avec ses enfants alors que le crépuscule s'assombrissait en nuit. Le petit Léo dormait sur un banc rembourré, couvert de la veste de Stéphane. La lumière des lanternes vacillait à travers les parois de verre, projetant des ombres douces. Ils parlèrent, vraiment, pour la première fois depuis des années. Chloé lui parla de son mariage, de la thérapie qui aidait lentement, de la peur de finir seule comme il l'avait été. Valérie admit qu'elle s'était jetée dans le travail pour éviter de faire face à la solitude, que son bureau d'angle semblait plus vide qu'elle ne l'avait jamais reconnu. Stéphane avoua qu'après son divorce, il avait eu honte d'appeler, peur de décevoir le père qui avait élevé 3 enfants seul sans se plaindre. « Je me suis plaint, dit Jean. Juste pas là où vous pouviez m'entendre. Était-ce difficile avec nous? Demanda Chloé. Vous étiez humain. Vous étiez des enfants qui avaient perdu leur mère.
J'étais un père qui avait perdu sa femme. Nous avons fait de notre mieux. Était-ce suffisant? La voix de Valérie était petite, plus jeune que ses 43 ans. Jean y réfléchit. Ça nous a amenés ici. À ce moment, à vous assis dans cette pièce que j'ai reconstruite à partir de ruines. Peut-être que c'est suffisant. Ils s'assirent dans un silence confortable, le genre de calme qui contient la paix plutôt que la tension. À travers les fenêtres, les jardins brillaient de la lumière persistante des lanternes. J'étais en colère quand tu as disparu, dit finalement Valérie. En colère que tu ne nous aies pas fait assez confiance pour nous dire que tu avais des difficultés. Je ne voulais pas être un fardeau. Tu es notre père. Tu as le droit d'avoir besoin de choses. J'apprends ça, dit Jean. Cette maison me l'a appris. Je ne pouvais pas la restaurer seul. J'avais besoin de Bernard, Yvette, Antoine, Marion et des dizaines de personnes de la ville. J'ai dû apprendre à demander de l'aide, à l'accepter quand elle était offerte. Stéphane bougea, faisant attention à ne pas réveiller Léo. Nous devons parler de choses pratiques, de nous assurer que tu vas bien ici, de rester en contact correctement. J'ai réparé mon téléphone, dit Jean avec un léger sourire. Et je vérifie la boîte aux lettres maintenant. Nous viendrons, dit Chloé, régulièrement. Pas seulement des promesses, de vraies visites. Une fois par mois, nous alternerons. L'un de nous viendra. Vous n'êtes pas obligés. Nous voulons, interrompit Valérie. Nous aurions dû vouloir avant. Nous étions égoïstes et aveugles et nous n'allons plus être comme ça. Le petit Léo s'agita, ouvrit les yeux, regarda autour de lui, confus. Stéphane le souleva. Eh, mon grand, tu t'es endormi. Le garçon se frotta les yeux. C'est l'heure de rentrer? Pas encore, dit Stéphane. Nous restons ici un moment. Chez grand-père. Chez grand-père. Léo regarda Jean avec une excitation soudaine. Je peux jouer avec le petit train? Celui sur le rebord de la fenêtre dans la cuisine. Il appartenait à un autre garçon nommé Jacques il y a longtemps. Comme moi? Pas tout à fait. Et oui, tu peux jouer avec. Avec précaution. Ils traversèrent la maison ensemble. Jean montrant à Léo le train, observant l'émerveillement de son petit-fils devant quelque chose de si simple. Valérie et Chloé préparèrent une tisane dans la cuisine. La recette de Suzanne pour une tisane de camomille au miel. Stéphane se tenait près de la fenêtre, regardant les jardins assombris. Cet endroit, dit-il doucement. C'est magnifique, papa, ce que tu as fait ici. Ce n'est pas fini. Les jardins ont besoin d'une autre année de travail. Le 3e étage a encore besoin de réparation. Mais c'est vivable. C'est un foyer. Plus tard, après que Léo eut été couché dans une des chambres à l'étage, et que Valérie et Chloé se fussent retirés dans leur propre chambre, Jean et Stéphane s'assirent sur le porche d'entrée, la cloche de rappel pendait silencieuse au-dessus d'eux, argentée au clair de lune. Je l'ai appelé Léo, dit Stéphane. D'après ton grand-père. J'aurais dû te le dire quand il est né. J'aurais dû t'inviter à le rencontrer. Tu es là maintenant. Il est là maintenant. Est-ce que ce sera suffisant pour toi? Jean pensa aux lettres de Suzanne, à Jacques le moine qui n'était jamais rentré, à Georges qui ne pouvait supporter de revenir, à toutes les façons dont les familles se brisent et ne retrouvent que rarement leur chemin. Oui, dit-il, c'est suffisant. Le lendemain matin, Jean se réveilla au son des rires de son petit-fils résonnant dans la maison. Il resta au lit un moment, écoutant les pas dans les escaliers, les voix dans la cuisine, les bruits ordinaires d'une famille vivant dans des espaces qu'il avait restaurés. Il se leva et s'habilla, toucha la montre à gousset en laiton sur sa table de chevet, toujours figée à 3h47, mais il avait cessé d'en avoir besoin pour lire l'heure. Le temps avançait avec ou sans montre en état de marche. En bas, Chloé préparait le petit déjeuner en utilisant les recettes de Suzanne. Valérie était assise à table avec son ordinateur portable, essayant de travailler mais souriant à Léo qui faisait rouler le petit train sur le sol. Stéphane versait du café, entendit une tasse à Jean sans demander. « Bonjour, papa » dirent-ils à l'unisson. « Bonjour » répondit-il, et s'assit à la table de sa cuisine restaurée, entouré de ses enfants, et sentit le poids de 3 mois de travail se transformer en quelque chose comme la paix. Par la fenêtre, il pouvait voir les jardins qui nécessitaient de l'attention, la fontaine coulant clair, la véranda brillant dans la lumière du matin. Tant de travail encore à faire.
Mais le travail partagé était plus facile que le travail fait seul. Ce soir-là, alors que ses enfants préparaient le dîner ensemble, riant, se disputant pour savoir à qui c'était le tour de hacher les oignons, sortant des recettes du livre de Suzanne, Jean sortit et sonna la cloche de rappel. Son son se propagea à travers la vallée, sur les jardins et l'étang, à travers les bois et vers la ville. Un appel à rentrer, une promesse que le foyer valait la peine de revenir. À l'intérieur, sa famille attendait. Dehors, le domaine se dressait, solide et beau, témoignage de ce qui pouvait être construit à partir de ruines. Et Jean Dubois, 81 ans, repassa la porte qu'il avait restaurée de ses propres mains, dans une maison pleine de voix et de vie, et comprit enfin que certaines choses cassées pouvaient être rendues entières à nouveau. Pas parfaites, pas inchangées, mais assez entières pour compter.